BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile en ce mardi 14 octobre 2025, bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. On démarre un petit peu plus tard ce soir en raison évidemment de l'actualité politique, mais nous sommes là, fidèles au poste, et ce Tech Co se déroulera jusqu'à 21h30 ce soir, à la radio évidemment sur BFM Business, à la télé sur BFM Business Télé, et puis replay et podcast qui vous attendent. Avec au sommaire ce soir dans Tech Co, la quotidienne. Alors, qu'est-ce que donne l'actu tech aujourd'hui ? Eh bien, on va revenir sur cette volonté de l'Europe, eh bien, peut-être de contrôler les messageries privées avec Chat Control. On va tout vous raconter dans un instant. On parlera aussi de la fin d'une époque, d'une page qui se tourne. C'est la fin de Windows 10 qui, à partir d'aujourd'hui, n'est plus supportée par Microsoft, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité. On en parlera parce que ça pose des problèmes. Et puis tout à l'heure, un événement, on évoquera le Paris Audio Vidéo Show, qui est un grand rendez-vous dédié à tous les mélomanes, à tous les fans de musique. Je recevrai tout à l'heure le président de ce salon, mais aussi une star des platines, puisque le DJ Cut Killer sera avec nous sur le plateau de Tech Co, DJ mythique, qui est parrain de ce salon. Et évidemment, on s'intéressera à la tech, à l'IA. Est-ce que le métier de DJ est totalement transformé grâce à l'intelligence artificielle ou à cause de l'intelligence artificielle? On en parlera tout à l'heure. Voilà le sommaire de ce Tech Co. Un grand merci d'être là et bienvenue. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Enguerrand Renault. Salut Enguerrand. Salut DJ François. Yo. C'est exactement ce que je voulais te voir faire. Ben voilà, écoute, ça y est, c'est fait. Oui, mais c'est vrai qu'on ne tiendra pas la corde avec Cut Killer tout à l'heure. Ah non. Vous connaissez Cut Killer quand même. Oui. DJ incroyable. Ouais. Enfin, franchement. On va le croiser, j'espère. Mais écoute, oui, si tout va bien, vous le croiserez tout à l'heure. On peut rester. Son avatar. Mais bien sûr, oui, peut-être qu'il pourra transformer le plateau de Tech Co en boîte de nuit. Ça serait cool quand même. Trop cool. J'adorerais voir Fred danser avec sa cravate. Alors, Enguerrand Renault, consultant chez Image 7 et ancien journaliste au Figaro, entre autres, mais aussi aux Échos. Merci d'être là, Enguerrand. Michel Lévy-Provençal est avec nous aussi. Salut Michel. Salut François. Prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et bien sûr Frédéric Simotel. Bonsoir François. DJ de l'info. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer par un sujet un peu, comment dirais-je, costaud, c'est Chat Control. Protéger les enfants en infiltrant les messageries privées. C'est le Conseil de l'Union européenne qui a reporté, vous l'avez peut-être suivi, le vote qui devait avoir lieu aujourd'hui sur ce projet Chat Control. En fait, il consiste à installer un logiciel sur les applications de messagerie cryptée, WhatsApp et toutes les autres, bien évidemment, Signal, Telegram, pour détecter les pédocriminels et les arrêter. C'est un moyen inédit, très efficace selon certains, mais liberticide bien évidemment pour d'autres. Les explications d'Astrée Olivier, tout de suite. Chat Control, un logiciel directement installé dans les lignes de code des applications WhatsApp ou Signal, capable de signaler et bloquer les messages, images et vidéos pédocriminels. Une innovation pour la sécurité des enfants, mais qui pose des difficultés juridiques et éthiques, selon Scheherazade Aboub, avocate spécialisée dans le droit du numérique. Il y a un risque de surveillance généralisée. Est-ce que ça ne va pas mettre en danger la sécurité numérique ? Ce type de technologie, rien ne garantit qu'elle ne soit pas utilisée à d'autres fins. Et enfin, il y a un problème de fiabilité, puisqu'on peut aussi avoir des faux positifs. Avec ce dispositif, les plateformes de messagerie pourraient accéder au contenu des messages de 450 millions d'Européens. Soutenu par les associations de protection de l'enfance, le texte est également critiqué. Déjà 83 000 signatures sur la pétition Stop Chat Control. Il semble se confronter à un de nos textes très importants en Europe, le RGPD. Et puis, ça vient aussi en totale incompatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui préserve la vie privée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet outil pour mettre un terme à la lutte contre la pédocriminalité? Pour le moment, pas d'accord entre les pays membres. La France est pour, mais l'Allemagne s'y oppose fermement. C'est le début de longues négociations au sein des institutions européennes. Voilà, Chat Control, alors c'est pas fait, vous l'avez vu, puisque ce projet de loi a été encore une fois reporté aujourd'hui. Mais c'est quand même très intéressant d'évoquer ce thème-là, parce que bien sûr, la pédocriminalité, c'est quelque chose d'horrible, et le fait de pouvoir, comme ça, grâce à un algorithme, un logiciel qui détecterait des messages sur des messageries privées à consonance pédocriminelle, etc., ça a du sens. Mais effectivement, ça
soulève aussi plein de questions, parce qu'à partir du moment où on met un peu le verre dans le fruit, ça veut dire que est-ce qu'une personne mal intentionnée ne pourrait pas écouter nos échanges, finalement, au quotidien? Ça serait peut-être une faille, une brèche qui serait ouverte. Qu'est-ce que tu en penses, Michel, de ce chat contrôle? Je pense que c'est une attaque directe, frontale et très dangereuse à notre vie privée. Voilà, je suis plutôt du camp de ceux qui pensent qu'on ne sécurise pas les enfants en insécurisant tout le monde. Et qu'il y a en plus deux paradoxes derrière ce projet de loi. D'abord, c'est qu'il faudrait interroger des juristes, mais il me semble qu'il y a une incompatibilité avec le DSA et l'AIA Act. Je vous rappelle que dans le DSA, quand même, la vie privée est fondamentale. Elle est absolument protégée par les lois qui ont été votées par la Commission européenne ces dernières années. Là, on n'évoque même pas la CNIL. Oui, non, mais là, on est à l'échelle européenne. Et puis l'autre paradoxe, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques qui défendent ce projet de loi sont les partis politiques à la fois du centre droit et les conservateurs, qui sont par essence plutôt libéraux. Donc c'est très étonnant de voir ces deux paradoxes émerger au-delà du fait que, je vais être caricatural, mais on met le doigt dans un système totalitaire en proposant... Mais tu ne crois pas que c'est plus de l'inculture numérique ? Peut-être. C'est peut-être même si certains députés sont assez pointus, mais pour moi, il y en a beaucoup, c'est l'inculture numérique. Ils disent, oui, il faut défendre. Ah bah oui, c'est très louable, défendre les enfants, enfin voilà, scanner tout ça, mais ils ne voient pas tous les à côté derrière. Et puis ils se disent, de toute façon, les gens qui ont quelque chose à se reprocher, enfin tu vois, il doit y avoir des discours dans les poncifs comme ça. Non, mais moi j'en suis persuadé. Et ils ne voient pas tous le billard à 8 bandes, parce qu'on parle d'écouter les gens, mais alors on dit à titre personnel, alors oui, bon, on n'a peut-être pas grand-chose à cacher à titre personnel, mais on imagine un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est dans le monde professionnel qui est surveillé parce qu'il y a un soupçon par je ne sais quoi et qui donne des infos sur son métier, son chiffre, enfin tu vois, qui peut... Et là on se dit, ah bah oui quand même, là il y a peut-être un doute sur la transparence. Oui. Alors moi je suis en face de vous et je suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il faut pas perdre de vue. Après c'est un sujet qui est c'est un sujet assez compliqué. Il faut pas perdre de vue l'idée qu'effectivement on lutte contre les abus sexuels en ligne. Et c'est pas parce que enfin je veux dire, l'idée de base et qui est et tu parlais du DSA, l'idée de base c'est ce qui est répréhensible dans le monde physique et les abus sexuels sur les enfants, c'est répréhensible, l'est également dans le monde numérique. Et c'est pas parce qu'on dit que c'est crypté ou pas crypté, je veux dire, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est qu'effectivement, ils ont crié avant d'avoir... Oui, mais on pousse tout de suite le curseur vachement loin. Non, mais on a fait les mêmes parallèles. À un moment, il faut quand même mettre des règles. Et c'est pas parce qu'on est sur une messagerie cryptée, s'il suffit de crypter, on n'a plus le droit de mener ce combat qui est, encore une fois, vraiment louable. Je ne comprends pas. Et on a eu ce débat ici aussi sur la lutte contre l'accès des mineurs à la pornographie. C'est pas possible, ça va pas être possible, c'est compliqué, c'est machin. La loi est rentrée en vigueur, la loi de 2024 est rentrée en vigueur. T'as jamais eu autant de sites où t'as accès. Là, il y avait le patron de l'Arcom, Martin Adjari, qui était auditionné par l'Assemblée nationale, et effectivement, il a mis en demeure au mois d'août 6 sites porno pour... Il y en a déjà 20 qui sont créés à côté. Non, et les gros, les gros sont partis, et les autres, et il y a une chute. Alors effectivement, on peut dire, on peut rien faire, il faut laisser de la liberté, du moment que c'est derrière crypté, il faut laisser la crypté. Je dis, il ne faut pas oublier que la lutte est ce qui est condamnable dans le monde physique et condamnable dans le monde digital. Avant de donner la parole à Michel, juste une chose, parce que j'aimerais qu'on recadre un petit peu ce que c'est exactement. Parce que là, on parle de quoi ? Ce serait un logiciel qui serait installé sur le téléphone. Voilà, qui a un nom d'oiseau bizarre, un Cyan Cloud, je sais pas quoi, enfin bref. Le Client-Side Scanning, voilà, c'est-à-dire que ce serait donc sur les OS des téléphones. Ça veut dire qu'Apple devrait installer ce logiciel et Android devrait l'installer. Déjà, imaginez Apple installer ce type de logiciel. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme ce logiciel, et avant la messagerie, dès que vous tapez un message à caractère pédopornographique, vous envoyez une photo, comme ce logiciel scanne perpétuellement tous vos messages,
tous les messages. Bien sûr, il est obligé. C'est important de le dire parce que c'est en envoyant une photo qui va être interdite mais que après, lui... c'est n'est utilisé que sur rogation d'un juge. Non, mais d'accord, mais c'est pas. Je termine le fonctionnement pour qu'on comprenne. Il faut quand même pas imaginer que l'intégralité, dont l'intégralité des messages, dont le secret des affaires va passer comme ça. Non, parce que je pense que ça sera un logiciel intelligent qui détecterait les photos ou les messages à caractère pédopornographique. Mais à partir du moment où vous envoyez une photo ou un message, on va dire suspect, ça part là sur des serveurs. Et des personnes vont regarder quels sont les échanges que vous avez. Et puis après, évidemment, vous pouvez être interpellé, on va dire. Le problème, si on prend le parallèle avec le monde physique... Mais ce ne sont que des messages pédopornographiques, rappelons-le. Oui, alors... Qui sont recherchés. Mais si on fait le parallèle avec le monde physique, ça équivaut à mettre une caméra en permanence sur tout le monde. Ça équivaut à ça. Pas tout à fait. Oui, elle se mettrait en route dès que tu fais un geste qui serait suspicieux. Mais comment tu fais pour mettre en route, à partir du moment où tu fais un geste suspicieux, c'est bien que tu détectes le geste suspicieux. C'est donc bien que tu analyses l'ensemble des interactions qui ont lieu. Après, c'est toujours le bénéfice-risque, je dirais, dans cette histoire. Il y a un autre aspect, je termine. Oui. Il y a un autre aspect, c'est que, admettons qu'on le mette en œuvre. Qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Il se passe qu'il y a une myriade d'alternatives sauvages qui arrivent sur le marché et qui permettent cette fois-ci aux vrais acteurs pédopornographiques de les utiliser en toute impunité au travers de divers réseaux, le dark web, les Tor, les machins, qui va permettre de recréer à côté de ça un espace totalement irrégulier. Oui, mais ça calmera quand même un noyau dur. C'est exactement ce qui s'est passé quand dans le monde physique, ils étaient un petit peu... ils sont allés dans ce monde où ils sont malheureusement, alors je vais dire, le mot protégé, mais ils sont en toute impunité. En toute impunité, et alors, oui. donc mais là, tu les attrapes pas. Ils sont déjà... Et alors, attends. Et là, tu dis, parce que tu dis, si on fait quelque chose, c'est absolument terrible, ils vont aller ailleurs. Oui, ils iront ailleurs. Et puis, on ira ailleurs derrière. C'est-à-dire que c'est quand même... c'est le gendarme. Mais moi, je pense il ne faut pas renoncer à poursuivre le vol. La finalité est louable, on a bien compris. Mais pour moi, le souci n'est pas de créer une loi autour de ça, parce qu'il y a d'autres lois qui existent. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de monde pour aller contrôler tout ça. Donc on laisse en toute impunité. Mais non, faire du ciblage. Mais aujourd'hui, tu as des lois qui t'interdisent de faire plusieurs choses sur les réseaux. Il faut utiliser ces lois. Par contre, il faut plus de monde que pour aller chercher tout ça, que mettre des requêtes automatiques. Moi, je suis entièrement pour ce type de règlement, pour ces usages-là, bien entendu. Mais là, on a mis la barre un peu trop loin. On n'a pas regardé un peu tous les effets. Ça a des effets, oui. Mais enfin, bon, si on regarde tout, moi je pense qu'il faut pas perdre de vue l'objectif et il faut pas laisser les messages cryptés sous prétexte qu'elles sont cryptées être un endroit. Elle a appris, ils iront sur le dark web et puis on ira les traquer sur le dark web parce que là quand même les policiers sont quand même un peu des experts du dark web. On est tous d'accord qu'il faut combattre la pédopornographie. Ça, il n'y a aucun doute. Comme on doit combattre le terrorisme, qui prépare, on va dire, des attentats, des choses comme ça. Mais même en termes d'efficacité, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Ça va être une usine à gaz faite par des acteurs qui n'ont très certainement pas le niveau de compétence que les hackers qui vivent aussi ils sont toujours cette en avance, économie dark. Donc, à un moment donné, mettons les moyens, en effet, moi, je suis plus pour des équipes qui sont extrêmement compétentes. Faisons en sorte de faire du ciblage plutôt que d'arroser tout le monde et perdre notre liberté et notre vie privée. Faisons du ciblage et mettons en œuvre des moyens. Et je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que probablement que cette loi arrive menée par des gens qui n'ont pas cette compétence et qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait un peu penser à l'interdiction des sites porno pour les moins de 18 ans. C'est une complexité technique telle que finalement, tu installes un VPN qui maintenant peut être gratuit n'importe où et qui permet de contourner ça. On est bien d'accord, mais effectivement, ça veut dire que la majorité des sites, ils sont sortis du marché en disant de toute façon, c'est trop compliqué. Donc on a quand même réussi à les virer. Alors effectivement, on peut toujours y accéder. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. On ne dit pas qu'on va vivre dans un monde safe, que mais ça nécessite, avec ce genre de loi... Ça nécessite de bidouiller pour y accéder, c'est ça que tu veux dire. Ça nécessite de bidouiller pour y accéder. Donc moi, je dis plus on est plus loin... Je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord. Tu tapes des mots-clés...
tester, tu tapes des mots-clés, tu arrives sur les sites où on ne te demande pas ton âge, on ne te demande pas ton truc. Non, et c'est là où je dis qu'il faut des moyens, parce que dès que ces sites sont repérés, c'est là où il faut se jeter dessus. On va dire exactement, grâce à la loi, là où les sites ne demandent pas l'âge et l'identité, ce qui est maintenant obligatoire, effectivement, ils peuvent être hors la loi. Tu as entendu combien de sites fermés alors que c'est encore en accès libre? Ce qui est absolument important, c'est qu'on continue à les traquer. Bon, écoutez, j'ai l'impression que le chat contrôle. Oui, là, je fais le chat contrôle, exactement, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Je vais espionner votre téléphone, vous allez voir. Plus sérieusement, autre sujet lié en fait à tous ces messages cryptés, c'est le quantique. Et il faut savoir qu'il y a eu, il y a quelque temps de cela, à Monaco, les assises de la cybersécurité. Et Vincent Strubel, qui est le directeur de l'agence en charge des alertes cyber sur le sol français, en a profité pour mettre en garde en fait tous les acteurs de l'informatique en général, pour leur dire que, attention, le quantique arrive et il va falloir maintenant monter en gamme en termes de chiffrement. Voilà. Parce que si demain on n'arrive pas à monter en gamme en matière de chiffrement, le quantique, en quelques secondes, un claquement de doigts, va faire péter en fait tous les verrous numériques qu'il y a aujourd'hui. C'est intéressant comme sujet, Fred. Alors, je sais que tu suis ça particulièrement. Est-ce que c'est, on va dire, un peu de la science-fiction, ou est-ce que c'est une vraie menace, ce que raconte Vincent Strubel? Non, ça fait partie. Enfin, donc, faut savoir, le mois d'octobre est traditionnellement le mois de la cyber. Donc, c'est là où on assiste beaucoup sur la cybersécurité. D'ailleurs, vous devez entendre même sur les antennes de BFM Business des messages qui passent de cybermalveillance pour les PME, les ETI, etc. Bientôt, on passe à leur cyber d'ailleurs. Exactement. Petit jeu de mots. Il y a les assises de la sécurité, donc liées à Monaco comme chaque année. Et donc là, c'est l'occasion, enfin, de faire le point. Et Vincent Strubel, le patron de l'ANSSI, voilà, il avait plusieurs thèmes, Nice 2, voilà, les réglementations, les ransomware, enfin, et donc il avait le quantique. Et aujourd'hui, c'est vrai que le quantique arrive plus vite que prévu. On imaginait le quantique, on le voyait dans 10-15 ans, et puis finalement, on voit qu'il y a, non, on voit, même nous en France, on voit toutes ces startups, des Alice et Bob, des Pascal. On en parlait encore d'une ce matin qui a levé 7,5 millions d'euros. Donc le quantique arrive. Le quantique, ça sert à quoi? Le quantique, ça sert à faire des calculs très complexes pour trouver des nouvelles molécules, chimie, pour trouver des nouvelles trajectoires. C'est pour ça que le groupe CMA-CGM, qui est le propriétaire de BFM Business, travaille aussi sur le quantique pour voir les meilleures trajectoires pour ces navires. Et puis le quantique, ça sert aussi dans la cybersécurité. Alors, dans un sens, à chiffrer, mais dans l'autre sens aussi à déchiffrer. Et comme aujourd'hui, les clés, nos clés qui chiffrent nos messages, nos 128 bits, 256 bits, sont assez complexes. C'est un peu, ça prendrait des années à les casser. Le problème, c'est que le quantique va tellement vite dans ses calculs que lui, il va réduire tout ça. Et bien, si on ne se méfie pas, ces ordinateurs. Donc il faut adapter. Il faut adapter les méthodes de chiffrement qui soient fabriquées avec le quantique pour que justement elle soit avec le quantique, avec un décryptage quantique. Soit avec plusieurs process. Tu sais, aujourd'hui, il y a de la sécurité à plusieurs clés. Oui. Alors, le plus simple, c'est quand on te dit, tiens, allez voir sur votre mail, on vous a envoyé une clé, un chiffre qu'il faut taper. Donc, c'est des nouveaux process. Ça, c'est très efficace. Mais c'est hyper efficace. Mais ça, il faut apprendre justement à renforcer tout ça. Pas forcément en mettant du quantique dans le chiffrement, parce que ça, il faut un peu complexe. Mais mettre plusieurs verrous à une porte. Mais se dire que, voilà, une simple clé aujourd'hui, d'ici 18 mois, 2 ans, elle pourrait être déchiffrée. Enguerrand et après Michel. Ouais, ce qui est vraiment intéressant. Et je termine juste une chose, parce que ce qui est compliqué, c'est que toutes les données volées aujourd'hui, qui sont chiffrées, où les pirates, on se dit, de toute façon, ils ne pourront rien y faire, elles sont chiffrées. Oui. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, ils pourront les déchiffrer. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un des rares sujets qui a aligné Joe Biden et Donald Trump. Je m'explique. Aux États-Unis, il y a le Post-Quantum Crypto Act qui a été fait par Joe Biden en 2022 et qui prévoit qu'à partir de 2025, fin 2025, tous ceux qui veulent travailler avec l'administration américaine doivent avoir une liste qui a été dressée par la NIST, une liste un label, et être pas quantique, mais déjà pré-quantique, d'accord? Et c'est Joe Biden qui l'a imposé, et Donald Trump, l'administration Trump, en règle générale, défait celle de Joe Biden ont fait. Là, non. C'est tellement important
que l'administration a décidé il y a quelques jours ou quelques semaines d'accélérer la mise en œuvre de ce Post-Quantum Crypto Act. D'accord ? Et donc, ça veut vraiment dire qu'aux États-Unis, c'est une angoisse majeure. Et donc, en Europe, ce que dit le patron de l'ANSSI, c'est que dès 2027 et en 2030, on ne pourra plus, l'administration et à peu près toutes les grandes entreprises ne pourront plus acheter des solutions de défense crypto qui n'intègrent pas le quantique, d'accord. Voilà. Donc en fait, ce qui est bien, il le dit, et c'est son rôle de dire, voilà, on a le temps de s'adapter, c'est pas demain. Mais il faut y réfléchir dès maintenant. Il faut y réfléchir dès maintenant. Et c'est ça qui parce que ça va coûter cher, cette histoire. Il faut trouver des solutions. Ça coûtera plus cher, c'est des investissements supplémentaires pour les boîtes. Oui, mais on voit ce que coûte, et on avait parlé de Jaguar ici. Oui, Jaguar Land Rover, qui... Je pense que Jaguar, c'est toujours pas résolu. Non. Tu imagines ce que ça coûte ? Des usines bloquées, hein. Michel. D'abord, je pense que c'est une opportunité pour le marché du quantique. Et il faut s'en réjouir, parce qu'en France, en effet, on est plutôt bien placé sur ce secteur. Après, je vais peut-être un peu tempérer les ardeurs autour de ce sujet-là. D'abord parce que on sait aujourd'hui que les fameux algorithmes qui permettent de crypter post-quantique, on n'est pas certain qu'après-demain, alors je ne sais pas quand, ce sera vraiment sécurisé avec un algorithme quantique qui est capable de décrypter. La plupart des acteurs aujourd'hui ont des doutes quant à la capacité à vraiment sécuriser des données avec un vrai algorithme qui soit efficace même à l'horizon de 10 ans. Et enfin, sur ce point, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les pirates peuvent capter des données, stocker les données qu'ils vont récupérer un peu partout, crypter, attendre, pas utiliser. Attendre. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où, peut-être en 2030, on aura des systèmes de décryptage quantique, récupéreront les données, décrypteront l'ensemble des données et auront accès. Donc, est-ce qu'elles seront encore valables ? Ça dépend lesquelles. Si ce sont des données privées, encore une fois... Si c'est des numéros de carte, des coordonnées bancaires, des machins, des trucs comme ça... Si j'ai changé de banque... Oui, mais si c'est des données privées... Si ce sont tes échanges privés ou des échanges professionnels, ça peut avoir une valeur. Et donc, à un moment donné, c'est un vrai sujet. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments, à mon avis, qui permettent de nuancer cet effet d'annonce autour du post-quantique, enfin du cryptage post-quantique. Non, puis on le reçoit suffisamment souvent ici des startups dans ce domaine. La dernière, c'était Isentronic, voilà, je cherchais le nom de ce matin, celle qui a levé quelques millions d'euros. Mais ils le disent eux-mêmes, voilà, on est presque à avoir au qubit, on est presque à avoir le zéro défaut. Enfin voilà, il y a plein de ils y sont. Enfin, en tout cas, ils avancent. Le zéro défaut, on a. Ouais, mais ils avancent sur leur solution. Ils commencent. Il n'y a pas encore l'ordinateur quantique, mais on commence à avoir de l'illumination. En tout cas, c'est bien d'avoir quelqu'un comme Vincent Strubel qui ne soit pas juste un fournisseur de quantique qui dirait écoutez, il faut y aller. Non, avoir le patron de l'ANSSI qui le clame haut et fort, ça veut dire qu'il faut que ça rentre dans la feuille de route des patrons d'entreprise et qui sachent un peu, et que même un patron de PME, quand il va voir son prestataire, lui dise au fait, j'ai entendu parler de post-quantique, on s'est fait pirater il y a 1 an, sans doute voler des données, est-ce qu'on est sûr que... Parce que là-dedans, j'avais des brevets, parce que là-dedans, j'avais mon plan à 10 ans, enfin à 15 ans, des choses, je n'ai pas envie qu'elle, que même dans 2 ans, puisse les relire. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Il nous reste 2 minutes, juste encore une fois pour saluer la prouesse technologique de SpaceX, et notamment de Starship, puisque je sais que vous êtes nombreux à regarder, à écouter Tech & Co, et vous êtes nombreux à être intéressés par l'actualité spatiale. Juste 2 minutes pour expliquer que donc, ce 11e vol de la fusée géante Starship qui a décollé la nuit dernière a été un succès. Comme quoi, on se moquait des précédents vols qui se sont crashés plus ou moins vite. Et là, ça marche. C'est-à-dire que là... Et c'est le dernier vol de la V2. On va attendre la prochaine version. Oui, la V3 qui serait d'ici 2027. Et surtout, le booster et le 2e étage redescendront sur Terre. Voilà. Plus d'images.
quoi. Et là, déjà, c'est Starship, quoi. C'est une fusée qui fait plus de 100 mètres de haut. C'est un truc monstrueux. Ça va donner des ailes à Musk. Il avait annoncé mars 2026. Après, je crois que c'est la Lune en 2027. Et puis, là, il a dit, non, en fait, Mars, ce sera plutôt 2029 ou 2031. Voilà. Donc, encore une fois, là, les promesses muskiennes vont fleurir. Et puis, Musk a parfaitement bien joué, parce qu'on se souvient, il y a 6 mois, où c'était le démon, même Donald Trump n'en voulait plus. C'est l'homme qu'il fallait oublier. Puis en menaçant de plus avoir de contrat avec la NASA et tout ça, c'est quand même la NASA qui le finance beaucoup. Joli coup de Musk qui est en train de revenir peu à peu et de faire oublier ces 6 mois où il s'est retrouvé. Avoue qu'il est quand même meilleur dans le business que dans la politique. Mais moi, je trouve mais même dans la façon dont il a communiqué là, ces 6 derniers mois, où on est presque à ne plus se souvenir que ça a été un des ministres de Trump pour couper les... Alors, il en a fait des dégâts aujourd'hui. Je pense que les Américains s'en souviennent beaucoup. Mais il a quand même réussi. Il a réussi à être suffisamment discret pour qu'on ne le plante pas au pilori. Et puis suffisamment communicant, puisqu'il a continué à parler sur X, on le voit, il continue. Mais voilà, et là, succès de tout ça. Puis voilà, on va commencer à repartir à Artemis, tout ce qui nous passionne. Mais il a toujours ses boucs émissaires. Bill Gates avec MacroHard maintenant. Oui, bien sûr, oui. Donc il a toujours la même logique, mais elle s'est décalée sur le plan business, là où elle était sur le plan politique. Et puis, il faut que les revenus de Starlink aussi, il ne faut quand même pas oublier que tout ça, ils voyaient Tesla, les gens disaient « Oh, je ne vais plus acheter de Tesla ». Starlink, on a vu avec l'Ukraine, on a vu des gens qui disaient « Starlink, on va peut-être lever un peu le pied ». Là, il faut que... Et puis lui, il a besoin de faire tourner Starlink, parce que c'est les revenus de Starlink aussi qui vont aider à SpaceX, à se renouveler, à innover, à avoir de l'argent aussi autour de tout ça. Enfin voilà, donc Starship, fusée monstrueuse, V3 2027 pour, si tout va bien et si les US arrivent à trouver l'argent et arrivent à doter la NASA d'un budget conséquent. À partir sur la Lune. À partir sur la Lune. Voilà, c'est pas gagné, visiblement, mais c'est dans le pipe, comme on dit. Non, puis les gens au Texas, là où est installée la base, je ne suis pas sûr qu'ils soient très heureux de voir, parce que quand on voit les décollages, avec on pourrait pas faire ça. Et encore, quand elle explose dans l'air, t'imagines un petit peu ce qui retombe. Là, il n'y a pas eu de dégâts parce qu'elle a réussi à réatterrir et donc on a minimisé l'impact. Mais quand ça explose à 1 km ou 10 km d'altitude... Et là, aux États-Unis, c'est à Boca Chica, là, au Texas. Il a de la chance. Mais là, on l'embête pas. Il a de la chance. On ne vient pas l'embêter. Parce qu'en Europe, ce serait impossible. Ah non, mais c'est impossible, bien sûr, évidemment. 20h27, toujours avec Enguerrand, Michel et Frédéric. Petite pause et on repart dans l'actualité tech de ce mardi 14 octobre. On va évoquer le prix Nobel de l'économie, Philippe Aghion, qui était venu d'ailleurs l'année dernière sur le plateau de Tech & Co. Pour IA. Voilà, pour l'IA justement. On parlera aussi de la fin de Windows 10, une page technologique qui se tourne, mais dans dans la peine et la tristesse visiblement, et dans la douleur aussi. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. On revient dans un instant, juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 20h32, le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être avec nous, comme chaque soir à la radio, à la télé, replay, podcast qui vous attendent. Avec ce soir pour commenter l'actualité Enguerrand Renault, Michel Lévy-Provençal et Frédéric Simotel. Un Français co-lauréat du prix Nobel d'économie, le 5e de l'histoire du prix, Philippe Aghion, associé à 2 autres chercheurs, l'américano-israélien Joël Mokir et le canadien Peter Howitt. Ils sont récompensés pour leurs travaux d'inspiration schumpeterienne sur la croissance et l'innovation. Alexandra Paget nous explique tout ça et puis après on reviendra sur le parcours de ce Nobel de l'économie qui a baigné dans la tech, bien sûr. L'innovation technologique pour une croissance durable à travers la destruction créatrice. Pour Philippe Aghion, qui a conseillé le gouvernement sur l'intelligence artificielle, rappelle Jean-Marc Daniel, éditorialiste à BFM Business, l'important, c'est d'adopter des politiques en faveur de l'innovation tout en construisant une réelle mobilité sociale. La prochaine vague d'innovation va être destructrice pour un certain type d'emploi, mais elle va en générer d'autres autour de la gestion de cette intelligence artificielle, la capacité à programmer les machines. Des emplois vont disparaître, d'autres vont apparaître. C'est le côté création de la destruction. Philippe Aghion, nouveau prix Nobel d'économie sur France 2 hier soir. Alerte, l'Europe doit se réveiller et innover.
on décroche technologiquement par rapport aux États-Unis et à la Chine maintenant depuis les années 90. Plein de gens veulent venir travailler chez nous. Il faut que nous, on se réveille, qu'on crée l'écosystème qui favorise l'innovation. Donc l'Europe doit revoir sa doctrine économique qui était très rigide, trop de régulation, trop de contraintes pour sortir de là. Et on veut réconcilier innovation et modèle social. Voyez, on ne veut pas perdre le modèle social. Proche du président français, le nouveau Nobel d'économie a aidé Emmanuel Macron à élaborer son programme économique en 2017, en prenant la même audace dans la lutte contre les rentes et les privilèges d'en haut que dans le combat contre les corporatismes d'en bas. Voilà, Alexandra Paget pour ce mini-portrait donc, de Philippe Aghion, donc prix Nobel d'économie. On le disait, voilà, il a été l'auteur avec Anne Bouvreau de ce manifeste. Enfin, c'était quoi? C'était pas un manifeste sur l'IA. Non, c'était un rapport. Un rapport, un livre blanc. Pour dire tout ce qu'il fallait faire en termes de formation. Un rapport sur l'IA. En termes de formation. Avait été commandé par le gouvernement. Exactement. Et ils étaient venus d'ailleurs sur le plateau de Tech & Co à l'époque. Il faut faire en termes de formation, les cafés de l'IA pour former les gens, les investissements. Voilà, peut-être mettre cette actualité en rapport avec eh bien, notre nouvelle ministre de l'IA et du numérique, Anne Le Henaf, qui fait partie donc du gouvernement Lecornu 2, hein, puisque voilà, elle a été nommée dimanche dernier. Peut-être commencer par Philippe Aghion. Est-ce que voilà, c'est une personnalité qui vous intéresse, ça fait, que vous suivez? Ça fait du bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une double bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que d'abord, un Français, et ensuite parce que, et là, je pense qu'on va tous être d'accord, on est de cette culture-là, schumpeterienne, la destruction créatrice, l'innovation, et en même temps, j'aime bien me dire en même temps, parce que en pensant à Aghion, il a quand même été le conseiller de Macron en 2017 sur l'économie. Et de François Hollande. Et de François Hollande. C'est vraiment dû en même temps. On l'a entendu dire là récemment, la croissance, c'est l'innovation qui passe à l'échelle. Et en même temps, oui, à la création, donc à la destruction créatrice, mais pas sans filet contre... pas sans filet social. Donc c'est vraiment quelqu'un de très mesuré, c'est pas un extrémiste en fait, pas du tout, mais en revanche c'est quelqu'un qui a cette culture de l'innovation schumpeterienne, et donc on ne peut que s'en réjouir. Moi j'avais vu, pardon, juste un instant, à l'AI Summit l'année dernière. À Cannes l'AI Summit. Ah non, celui de... Oui. L'AI Summit, il avait fait une conférence à Polytechnique, digne d'un TED Talk. Il est extraordinaire sur scène. Est-ce que vous l'avez déjà vu sur scène? Oui, il est très bien. Je l'ai vu il y a 15 jours. C'est un super speaker. En 17 septembre, il était avec Gabriel Zucman, et ça c'était une belle anecdote, il était avec Gabriel Zucman chez France Digital. Alors, et il avait descendu la taxe Zucman. D'ailleurs, on en parle beaucoup moins. Voilà. Donc ça, il avait. Et puis il avait été aussi aux rencontres d'Aix. J'avais vu aussi. Il interviewait Mario Draghi. Ils sont vraiment très très alignés, parce que le rapport Draghi, c'est effectivement l'investissement, l'innovation, investir. C'est quelqu'un qui apporte un vent de fraîcheur aujourd'hui. C'est ce qu'on disait. On parle de petite politique, de retraite, enfin des sujets qui sont pas très intéressants. Lui, c'est l'investissement et l'innovation. Là où il est schumpeterien, c'est qu'il dit effectivement l'investissement, l'innovation disrupte et détruit les emplois actuels avant d'en recréer d'autres, mais il faut réguler. Pourquoi? Parce que ceux qui... Et on le voit, et on parle tous les jours, et c'est vraiment... Ceux qui investissent, ça a été Mark Zuckerberg, c'est maintenant Sam Altman, ils créent une nouvelle rente, et après, même s'ils ont été innovants quelques années avant, après, ils mettent énormément d'énergie à étouffer l'innovation qui pourrait les dépasser. Donc c'est là où il dit, il faut l'innovation, il faut effectivement qu'elle soit récompensée en créant une rente, mais il faut faire très attention à ce qu'elle ne perdure pas, et surtout qu'elle n'empêche pas l'innovation suivante. Et donc, il faut de la régulation, surtout de la régulation contre la constitution de grands groupes anticoncurrentiels. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a une logique
complète, une vision complète de l'affaire. Moi, il y a une phrase que j'aime bien de lui, c'est « l'IA n'est pas une menace en soi, ce qui compte, c'est la manière dont on s'organise collectivement pour l'intégrer ». Et voilà, ça paraît un peu naïf de dire ça, mais c'est exactement ça. On a tellement aujourd'hui de gens extérieurs au monde, vraiment technologiques, qui disent « oui, l'IA détruit l'emploi », enfin voilà, c'est ce dont on parle régulièrement. Là, on a quelqu'un qui sait peser l'économie. En plus, son rapport sur l'IA qu'il a fait avec Anne Bouvreau était très complet, tant sur la formation que qu'est-ce qu'il fallait investir. Ce qu'il a dit, lui, ça fait déjà... mars 2024 est venu là, donc ça fait déjà plus d'1 an qu'il disait qu'il fallait accélérer. Il dit on est vraiment à un tournant technologique. Il n'arrête pas de le dire. Il était écouté par Emmanuel Macron à l'époque. Aujourd'hui, comme tu le dis, alors c'est important pour les Français, les retraites, l'emploi, ce genre de choses. Mais c'est pas des sujets d'avenir. Il faut quand même se porter un peu plus loin. Et là, aujourd'hui, quand on voit ce que font les États-Unis à coup de milliards, je ne sais pas qu'il faut y aller à coup de milliards, mais ce qui porte aujourd'hui sur l'innovation dans tous les domaines, les voitures, la voiture autonome, là on a parlé de l'espace il y a un instant, dans la médecine, il y a tout ce qu'on ne voit pas, que l'IA participe sur la médecine, sur tout un tas de choses. Et nous, derrière, on pousse. Alors on a des entreprises, on a heureusement des entrepreneurs dynamiques, des dirigeants qui, heureusement pour eux, savent sortir de toutes les incertitudes politiques. Mais bon, avoir des gens comme ça sous le feu des projecteurs et qu'on va beaucoup entendre ces prochains jours, tant mieux. Il était au journal de 20h, je crois, hier soir. Et alors, c'est vrai qu'on se dit qu'il a un profil de ministrable, finalement, ce gars. Alors, il l'a dit, son ami Jean-Marc Vittori, dans Les Échos, a fait un papier là-dessus, en disant, alors, tu devrais être ministre. Et il dit, mais surtout pas. Je suis trop gaffeur. Je dis trop de bêtises. C'était assez marrant. Oui, bon, après, il y en a plein qui ont dit non et qui, finalement, après, ont dit oui. Donc, peut-être que... Voilà. Il dit qu'il adore la recherche et je ne le connais pas, mais Jean-Marc Vittori, qui le connaît bien a priori, dit effectivement ça sera pas là où il sera le meilleur. Donc ne l'employons pas. Non, par contre, je conseille à tous ceux qui il reste un conseiller de luxe en fait pour les. Il reste un conseiller de luxe. Mais je conseille à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, s'ils voient des conférences. Alors là, il va être un peu pris médiatiquement, on va dire, avec ce. Ah mais il est brillant. Alors on ne dit pas prix Nobel pour l'économie, je crois. C'est autrement parce que c'est pas un vrai. Enfin, c'est considéré comme un prix Nobel, mais les puristes appellent ça autrement. C'est pas. Oui. Alors, renseignez-vous. Mais en tout cas, allez-y à ces conférences. Parce que moi, il y a 15 jours, il a un enthousiasme, et puis voilà, on retient tout un tas de choses qu'il dit, donc c'est vraiment, on est content, Voilà, et qui a commencé, on va dire, sa carrière au Parti communiste. C'est ça qui est assez je trouve, son père était communiste. C'est savoureux quand même, mais bon, voilà. Dans l'actu, les amis, alors un autre sujet beaucoup plus... j'allais dire terre à terre, parce qu'il nous concerne pour beaucoup, c'est la mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de PC Windows. Les vieux ordis, encore sous Windows 10, ne pourront plus être mis à jour à partir d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils vont devenir beaucoup plus perméables aux cyberattaques. Les explications d'Astrée Olivier, et puis on revient après sur ce sujet assez complexe. Près de 400 millions d'ordinateurs dans le monde sont concernés par la fin des mises à jour de Windows 10. Lancée il y a tout juste 10 ans, la 10e version sera désormais complètement remplacée par la 11e. Concrètement, les utilisateurs des PC sous Windows 10 pourront continuer à l'utiliser, mais ils vont devenir les cibles privilégiées des hackers, même s'ils sont dotés d'un logiciel antivirus. Pour naviguer en toute sécurité, si l'ordinateur est récent, il permet le téléchargement gratuit et automatique de Windows 11. Sinon, il faut changer de PC. Pour les administrations et collectivités, ce sont plusieurs dizaines de milliers de PC obsolètes. La police nationale doit changer près de 24 000 ordinateurs, soit près de 15 millions d'euros à débourser. Microsoft propose néanmoins un sursis aux vieux PC pour garantir leur sécurité, mais c'est une solution payante, 26 € pour continuer à obtenir les mises à jour de sécurité pendant 1 an pour les particuliers et plus de 50 € pour gagner 3 ans de délai supplémentaire pour les professionnels. Voilà la fin donc d'une ère technologique, Windows 10, qui à partir d'aujourd'hui n'est plus mise à jour en termes de sécurité. Alors sauf si on a adhéré à un programme qui est gratuit, qui vous permet d'avoir une année supplémentaire. Mais au-delà de tout ça, on ne fait que reculer pour mieux sauter, parce qu'on va dire que maximum l'année prochaine, Windows 10 ne sera plus... C'est-à-dire qu'on pourra toujours l'utiliser.
mais comme il ne sera plus patché en termes de sécurité, bah voilà. Ça sera une passoire. On parlait tout à l'heure de quantique avec la cybersécurité. Alors là, franchement, c'est problématique. C'est d'autant plus problématique, et c'est une polémique qui, à mon avis, ne doit pas forcément beaucoup plaire à Microsoft, c'est que derrière ce Windows 10, on peut se dire, bon, c'est pas grave, sur mon PC, j'installe Windows 11. OK ? Bah, si votre PC est trop vieux, vous ne pouvez pas installer Windows 11. Avant 2018, Voilà, parce que il faut une puce de sécurité spécifique pour installer Windows 11 qu'il n'y a pas sur les PC qui ont été créés avant 2018. 2018, c'est 7 ans. Alors, mais il y a plein, si tu veux, il y a plein de PC aujourd'hui, des parcs de PC dans les mairies, on va dire dans les institutions, qui ne sont pas des foudres de guerre, mais qui suffisent en fait. Sur ce point, je me suis interrogé en fait. Quand j'ai vu tomber l'info, je me suis dit, mais combien de PC dans le monde utilisent Windows 10 ? Vous savez combien de PC dans le monde ? C'est énorme. Plus de 40%. Oui. Et vous savez combien de... Alors, dans le monde... Hein, donc, c'est plusieurs centaines de millions, on va dire. Et en Europe, 30%. 30%, oui. Donc, quelles sont les alternatives ? Il faut voir lesquelles sont avant 2018. Hein. Oui. Non, après, je ne dis pas que tous ne peuvent pas passer sur Windows 11. Je dis aujourd'hui sur Windows 10. Donc, l'alternative, c'est effectivement de passer sur Windows 11. Bon, pour certains. Pour ceux qui peuvent encore pousser un tout petit peu plus loin, donc ça va être en mars 2026, je crois, ou en octobre 2026. Oui, c'est encore un an. Un an. Mais vous avez jusqu'au 14 octobre, je crois qu'il y a jusqu'à aujourd'hui pour s'inscrire à un programme qui vous permet de bénéficier d'une année supplémentaire de mise à jour de sécurité, ce qui est bizarre en fait. Ouais. Pourquoi cette... L'autre alternative, c'est de basculer sur Linux. Bon, ok, tout le monde ne va pas basculer sur Linux. Et puis, ça, il faut le vouloir. La dernière étape, c'est quoi ? C'est de laisser jeter son PC et de basculer sur un autre PC. Ça va avoir un impact environnemental, cette affaire, monumental. Ça va relancer les ventes de PC. Alors, c'est peut-être bon pour le business, mais vous imaginez le nombre de PC qui vont se retrouver en rab, qui vont se retrouver dans les déchetteries à devoir être recyclés pour ceux qui sont recyclés. Non, là, je pense que c'est un vrai... Oui, c'est l'épine dans le pied chez Microsoft. Chez Microsoft, on va en reparler, je pense. Ouais. François, il faut être un tout petit peu sérieux. Cette obsolescence programmée, c'est exactement ce que fait Apple depuis une éternité. Et les mises à jour de ces Apple, de ces iPhones qui sont un peu anciens... Pas 7 ans. Non, mais alors attends. Mais pas 7 ans. Justement, c'est un mauvais exemple que tu donnes, Enguerrand, si je puis me permettre, parce que l'iPhone est sans doute le produit technologique que l'on peut mettre le plus longtemps à jour. C'est-à-dire que tu as un iPhone... À un moment, il y a effectivement... Oui, mais après, on va dire... Il fallait changer. Et oui, donc, mais on va dire qu'après, c'est le progrès technologique. Mais il y a... Et puis, Windows, c'est pas... Je pense pas que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, l'obsolescence programmée dans la tech, si on le découvre aujourd'hui, c'est un tout petit peu étonnant. Je dis pas que Windows doit faire ça exactement. Mais la durée de détention moyenne d'un PC, c'est combien ? Chez Apple, c'est beaucoup plus que 7 ans. Que ce soit sur les téléphones, que ce soit mais sur même les entreprises ont changé, parce que les entreprises, en général, c'était 3 ans. Avant Covid, c'était tous les 3 ans, le parc informatique changeait et tout ça. Aujourd'hui, on est passé à 5, 6 ans, pour certains. Donc là, on est aux 7 ans du Windows 10. Voilà. En 2018, la majorité du parc... Non mais là c'est... Ouais, mais attendez, la référence, c'est le monde occidental. Non mais ça veut dire que... Juste un truc. Tu as un PC aujourd'hui qui marche sous Windows 10. Ok, il marche parfaitement pour tes usages. Tu vas sur Internet, tu remplis des tableaux Excel et tu fais du Word. Qui a le droit de te dire, OK, à partir d'octobre 2026, ton PC ne marche... Oui, mais c'est pas normal. Depuis une éternité. Autant tu vois, tu es un gamer... Sinon, tu passes sur les logiciels libres. Non, tu passes sur Linux. Sinon, tu passes sur Linux. Non, mais qui passe sur Linux aujourd'hui ? Non, ce que je voulais dire dans les 6 ans... C'est pas la même ergonomie, c'est pas aussi... Ce que je voulais te dire, en disant qu'aujourd'hui, les entreprises, les parcs, ils les renouvellent tous les 5-6 ans, c'est-à-dire que 7 ans, c'est beaucoup trop tôt. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que même dans les entreprises, si on veut tirer, on garde. Regarde la petite mamie qui a un PC qui date de 2018 et qui n'a pas eu ce petit processeur. Elle peut pas installer Windows 11. Elle voit pas la différence entre Windows 10 et Windows 11. Pourquoi d'un coup on va l'obliger à changer son PC ? C'est pas normal. Tu vois. Mais ça, c'est absolument pas normal. Mais ce que c'est ça le problème. Dans la tech, c'est quand même pas les seuls qui font ça. Après, il y a l'histoire des cyberattaques. Peut-être que ces PC aussi, on a du mal à les sécuriser davantage. Ça demande trop d'investissement. Alors là, on retrouve un peu, puisque là, on est pieds et poings liés avec Windows 10. Et le pire,
Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a des petits malins qui sont arrivés à installer Windows 11 sur des PC qui, normalement, ne pouvaient pas le faire tourner, si tu veux. Moi, ce qui m'affole le plus, c'est pas la petite mamie ou le jeune étudiant qui a un vieil ordinateur de son cousin, de son frère. Moi, c'est dans les industries. T'as plein d'industries aujourd'hui, d'industriels. Oui, bien sûr. Ils ont un PC qui tombe dans un coin, qui fait juste le lancement quand on visite des usines, on en voit. Ces PC sont dans un coin, ils servent juste au lancement. Ils récupèrent la data, hop, ils l'envoient machin. Maintenant, on leur a rajouté ça. Souvenons-nous, notre Petya 2017, c'est arrivé par où? C'est arrivé par des PC Windows Server. Enfin, c'était ce type de PC. Donc ils vont devenir plus vulnérables. C'est là où il y a cette vulnérabilité. Et c'est là où je trouve, alors on peut payer toujours Microsoft pour aller plus loin, mais et je trouve que 7 ans, c'est peu, quoi. Enfin, ils auraient dû prolonger elle doit exister. Un petit peu la durée. J'ai vérifié là, chez Apple, un Mac, le maximum c'est 9 ans. Le minimum, c'est 7 ans d'espérance de vie, de support de l'OS et de la sécurité. Donc, en effet, je me suis un peu peut-être avancé, mais c'est pas si loin, mais ça reste quand même bien au-dessus, au moins de 2 ans, de ce que nous annonce Microsoft. Après, je reviens sur le rapport de Philippe Aghion. On veut que les gens utilisent davantage l'IA, tout ça. Tu peux pas l'utiliser sur un vieux PC, donc il est temps de changer aussi, quelque part. Oui, bien sûr. Ouais, mais attends, non, parce que l'IA aujourd'hui, tu l'as dans le cloud. Ouais, tu as un PC sur Windows 10, Windows 11. Mais qui utilise l'IA en interne sur son PC? Personne. Parce que pour l'instant, c'est gratuit. La plupart, tu vas voir dans 2 ans, quand ça va commencer à être payant, les gens vont commencer à revenir à faire du là, on sera Windows 12. Dans l'actu, tiens, on va parler d'un sacré personnage aussi que vous connaissez sans doute. C'est pas n'importe qui, c'est un monsieur à qui l'on doit en fait les casques Oculus et qui a monté une boîte qui maintenant fabrique de manière totalement décomplexée de la technologie pour les armées, notamment pour les militaires américains. Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, en fait, donc, qui a développé Oculus, aujourd'hui, vient d'annoncer un nouveau casque avec Meta. Sa boîte, c'est Anduril. Ouais. Et cette association Anduril-Meta, eh bien, c'est pour faire un masque pour les militaires qui a été annoncé. Et c'est intéressant parce que on se disait, oui, bon, voilà, la VR, enfin, la réalité mixte, on voit que ça a du mal à décoller, etc., etc. Mais on voit qu'il y a des usages, quand même, qui sont en train de s'éclaircir, et notamment les militaires. C'est un sacré personnage, Palmer Luckey. Moi, je l'ai très jeune, rencontré. Jeune gars, super, génie de la tech. Un style très particulier. Je l'ai rencontré il y a l'an dernier, à TED, à Vancouver. Il a donné une conférence et il a montré ces drones militaires sur scène. Et il arrive sur scène en short, en chemise hawaïenne, avec une petite barbe, les cheveux en l'air. Et pourtant, il travaille dans le domaine militaire. Donc, c'est assez paradoxal. Et il investit énormément dans l'application de l'IA et de la VR et de la réalité augmentée dans le domaine militaire. Derrière lui, il y a des gens comme Peter Thiel, qui ont investi notamment dans Anduril. Donc c'est un libertarien, Palmer Luckey. C'est vraiment la frange la plus extrémiste, je dirais, des libéraux des libertariens américains. C'est presque l'anti-Aghion. Je vous rappelle que la doctrine de Peter Thiel, c'est From Zero to One et créer des monopoles ou des duopoles, idéalement des monopoles. Donc c'est vraiment l'inverse de Aghion. Il va falloir suivre ce gars-là parce que sur le sujet de la défense, je pense qu'il est en train d'apporter des innovations qui va peut-être nous manquer aussi en Europe. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce sont les drones. Et qu'en Europe, on est très en retard sur les drones. Alors, on développe parmi les meilleurs drones. On a le français Parrot qui vend beaucoup de drones aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. C'est un peu le business qui l'a sauvé de la faïte. On a de l'air qui commence à... On a de l'air aussi qui commence à... Il était précurseur. Moi, je trouve que ce que disait Michel, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec
malheureusement, la guerre en Ukraine, les conditions de la guerre ont totalement changé. On est avec des drones, on est avec des solutions qui sont à la fois bidouillées, quand on voit les drones bidouillés avec des trucs, et puis une guerre beaucoup plus technologique de l'IA, ce qui fait que ce que disent les journalistes qui vont sur le front, on voit quasiment plus de chars, on voit plus d'avions, on voit plus rien. C'est juste des drones. C'est une guerre de drones. Ouais. Voilà. Donc ça a totalement changé. Là, effectivement, il a raison parce que ce qui a toujours préfiguré les nouvelles technologies, ce qui était un rôle moins important ces dernières années, c'est l'armée. L'armée, c'est les militaires qui mettaient beaucoup d'argent et les technologies développées dans l'armée, il y a encore 10-20 ans, ou dans le sport de très haut niveau, finissaient chez le grand public. Là, ces 10 dernières années, ça a été un peu l'inverse. L'armée était un peu ancienne. Et là, peut-être que ça revient. Ouais, au niveau des soldats, il faut quand même voir... Là, il y a le soldat augmenté. Juste dire, la performance de ce casque, toute la miniaturisation, c'est le traitement en temps réel de tous les capteurs que vont avoir ces militaires. Tout ça, on va avoir l'autonomie énergétique aussi, il y a beaucoup de travaux là-dessus. La robustesse, l'ergonomie, la cybersécurité aussi, parce que tout ça va être sécurisé. Donc c'est tout ça, et on peut imaginer derrière, évidemment, là on est dans le militaire, mais tout ce que ça va apporter dans l'industrie civile, l'industrie, la santé, qui va revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre cette innovation. En espérant que ça marche mieux qu'HoloLens de Microsoft. Ils étaient tous malades. Avait été un fiasco total. Ils étaient tous malades. Les militaires avaient investi, enfin l'armée américaine avait investi beaucoup d'argent. Les amis, je préfère qu'on s'arrête là sur ce sujet. Il nous reste 3 minutes pour évoquer cette news qui vient de tomber, une news télécom très importante. On s'en doutait, vous le savez. Altis est en train en fait, Altis, donc le groupe qui en fait obtient, enfin, comment dire, le groupe à qui appartient SFR, voilà, moi j'arrive pas à trouver mes mots de vocabulaire, eh bien il semblerait que tout ça s'active et est en train de se bouger puisque on vient de recevoir un communiqué de la part des 3 opérateurs français, donc Free, Bouygues et Orange, qui se partagent SFR. Et qui aimeraient, enfin en tout cas qui déposent une offre avec un prix 17 milliards d'euros pour essayer d'acheter Altis France. Maintenant, la balle est dans le camp de Patrick Drahi. Grand changement. Très, 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 très grand changement. Et c'est surtout l'entente entre Bouygues Télécom et Free. D'une part, il faudra faire. Parce qu'on sait que ça va être scruté. Ça va être scruté par les autorités de la concurrence parce que c'est effectivement une offre commune. C'est pas une entente. Une entente, c'est absolument interdit. Non, c'est une offre commune. C'est une offre commune. Première chose. Deuxième chose, c'est la fin de ce qu'on a appelé l'ère Fillon, c'est-à-dire ce fameux 4e opérateur, qui était, vous vous souvenez, Fillon avait signé pendant l'absence de Sarkozy, c'est l'histoire d'histoire. L'arrivée d'un 4e opérateur qui était Free Mobile. On était en 2010, il y a eu une révolution. Et là, on était vraiment sur une orientation client. Et Free est arrivé avec son fameux l'offre à 2 €, l'offre à 0 €. Enfin voilà. Et donc, a bouleversé le marché des télécoms. Comme Bouygues Télécom avait bouleversé avant en arrivant avec sa histoire de forfait. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, le patron de l'ARCEP, il disait c'est une révolution schumpeterienne. Souvenez-vous, c'était déjà ça en 2010. Là, on revient à quelque chose d'un peu plus raisonnable. On revient à 3 opérateurs. Je dis raisonnable parce que c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, c'est pas fait. On reviendrait, pardon. Cette histoire-là. Non, mais tu arrêtes. On reviendrait. Ce qui est un peu plus raisonnable parce que, résultat des courses, tout le monde a empilé des dettes, tout le monde a empilé des résultats qui baissent et il ne faut jamais oublier, et là on est aussi dans l'innovation, où sont les opérateurs télécoms dans l'IA, où sont les opérateurs télécoms dans le cloud. Ils sont nulle part. Pourquoi ? Parce que il fallait quand même dépenser chaque année 7 milliards, ne serait-ce qu'en investissement dans les télécoms. Mais là, ça a encore été une faute des politiques, encore une fois, inculture, ne voyant pas un peu l'avenir. Alors tout le monde disait, vous savez, bientôt le mobile, ça va être, on sera notre ordinateur. Et personne n'a voulu le voir, s'est dit non, on va regarder le consommateur, le prix et tout ça, sans voir qu'il allait y avoir des milliards d'investissements. Voilà. Et parfois, heureusement qu'on a d'ailleurs les GAFAM pour nous mettre des fibres optiques qui arrivent des États-Unis et un peu partout. Ils peuvent plus investir. Alors, on a des petites infos qui arrivent parce que l'info vient juste de tomber il y a quelques minutes. Visiblement, Bouygues Télécom prendrait la plus grosse part de ce deal. Ce ne serait pas un deal à 17 milliards, mais à 21 milliards. Là, je suis sur le site des Échos. Il doit y avoir une reprise de dette.
Mais on est quand même loin de la somme que voulait Patrick Drahi, qui était de 24 milliards. Donc, est-ce que... non, des 28 milliards, en fait. 28 milliards... parce qu'il y a de la dette dedans. Il y a de la dette. Il a déjà perdu 40% du capital parce qu'il a transformé une partie de sa dette. Et donc, ce sont les créanciers... Oui, ce sont les créanciers maintenant qui ont absorbé une partie de sa dette. Donc, en fait, il y avait le prix que Patrick Drahi voulait, il y a le prix que les créanciers estiment devoir vendre. Et puis il doit y avoir... Enfin, on ne sait pas encore, mais dans ce prix, il y a toujours une partie de dette. Rappelons qu'il avait 50 milliards de dettes et il l'avait ramené à combien ? À 40. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, les opérateurs français font une offre pour racheter donc SFR, ça c'est l'information du soir, on y reviendra sans doute demain. Il y a une chose qui est intéressante quand même, c'est que ce sont des acteurs français qui... Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire, tu as tout à fait raison. Donc ça reste une bonne nouvelle, ça reste français. Il y a des fonds étrangers. La technologie SFR resterait en France, même si elle sera absorbée évidemment par Bouygues en grande partie, mais aussi par Free et par Orange. Donc voilà, il y aurait la disparition en quelque sorte du quatrième opérateur. Oui, mais ça c'est pour le marché, c'est important. Je rappelle qu'il y avait en 2017 l'opération Jardiland, qui était à peu près la même et qui avait capoté pour une très mauvaise entente. Alors je ne sais pas si là ça va aller jusqu'au bout et on l'espère. Très mauvaise entente entre Xavier Niel et Martin Bouygues. Oui. Et c'était... Jardiland. Oui, c'était le patron d'Orange de l'époque. Et à l'époque, c'était Stéphane Richard qui prenait le lead. Qui prenait le lead. Voilà. Mais là, c'est Olivier Roussat qui va la... Et là, c'est Olivier Roussat qui prendrait le lead. Bon, à voir. Voilà, on va laisser décanter cette info. On y reviendra bien sûr demain et ça sera sans doute l'un des gros titres d'actualité tout au long de la journée sur BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Enguerrand Renaud, consultant chez Image 7, ancien journaliste au Figaro. Merci à Michel Lévy-Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Et merci à Fred Simotel, journaliste à BFM Business. Et vous restez avec nous. Encore quelques minutes à passer ensemble, une petite demi-heure. On va s'intéresser à un salon qui va ravir en fait tous les fans de son et d'image. C'est le Paris Audio Vidéo Show qui se déroulera le 25 et 26 octobre 2025. Très intéressant, et on en parlera avec le président de ce salon et un invité qui sera avec nous sur le plateau. C'est le DJ Cut Killer qui est parrain de cette édition. Allez, à tout de suite. On revient juste après Julien Thibault pour le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, avant de parler musique et ce salon, le Paris Audio Vidéo Show qui se tiendra la semaine prochaine, et bien avant tout cela, à 21h03, il est temps de retrouver le Tech Flash qu'il faut retenir de l'actu-tech de ce jour. Et c'est avec Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et ça vient de tomber, Bouygues Telecom, Free et Orange déposent une offre conjointe pour le rachat de SFR. Le montant total sera de 21 milliards d'euros. Une offre conjointe non engageante pour acquérir une grande partie des activités d'Altis France. Et Google maintenant annonce la construction d'un gigantesque site dédié à l'intelligence artificielle en Inde, un projet estimé à 15 milliards de dollars. Ce futur campus abritera des centres de données, des laboratoires de recherche et des infrastructures pour le cloud, confirmant la stratégie de Google de faire du pays un pilier de sa croissance technologique. Autre gros investissement, mais cette fois aux États-Unis, le géant du cloud Salesforce va investir 15 milliards de dollars sur 5 ans à San Francisco pour agrandir son siège social et développer de nouveaux centres dédiés à l'intelligence artificielle. Une annonce qui confirme la volonté de Salesforce de renforcer son ancrage local tout en misant sur l'essor de l'IA. Mais en Californie, les autorités commencent aussi à encadrer plus fermement les usages de l'intelligence artificielle. L'État a adopté une loi inédite visant à réguler les agents conversationnels après plusieurs drames impliquant des adolescents. Les entreprises devront désormais garantir la sécurité et la transparence de leurs chatbots. Et toujours aux États-Unis, Julien, c'est au tour d'Apple d'être épinglé pour ses méthodes d'entraînement de l'IA. Et oui, Apple est soupçonné d'avoir utilisé des milliers d'ouvrages sous droit d'auteur pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle. Plusieurs auteurs américains envisagent des poursuites, accusant la firme d'avoir intégré leurs textes dans ses bases d'apprentissage sans leur autorisation. Du côté de la défense maintenant, la start-up américaine Anduril et Meta ont présenté Eagle Eye, un casque de réalité mixte développé pour l'armée américaine. L'appareil
l'appareil combine vision augmentée, capteurs et assistance en temps réel sur le terrain, preuve que la réalité mixte trouve déjà des applications concrètes dans le domaine militaire. Et pour finir, rendez-vous à 22h30 pour un nouveau Tech & Co Business avec Frédéric Simotel. Ce soir, Samuel Hassine, cofondateur de Filigrane, est venu parler de la détection des cybermenaces. On écoute un extrait tout de suite. On a eu cette idée donc, de créer cette plateforme d'analyse des cybermenaces qui est OpenCTI et on a commencé à y travailler sur notre temps libre. Alors c'est une plateforme qui est open source, donc on a pu aussi rassembler une communauté avant la création de l'entreprise en octobre 2022. Et qui a 2 missions. Alors, il va y avoir une 3e bientôt, mais c'est l'état des attaques et puis simuler des scénarios d'attaque, c'est ça l'idée ? Absolument. En fait, nous, notre mission, c'est la gestion proactive des menaces de bout en bout. Et c'est assez simple à comprendre, c'est que la première étape pour prévenir une menace, c'est d'abord de la connaître. Et donc, par conséquent, le premier outil, la première plateforme qu'on a, OpenCTI, c'est vraiment une plateforme qui va permettre d'agréger, de consolider sa connaissance sur les cybermenaces. Et ensuite, la prochaine question que vous avez, généralement, quand vous connaissez bien votre menace, c'est est-ce que j'ai des écarts dans mon entreprise ? Est-ce que ma posture de sécurité est bonne au regard de ces menaces ? Et donc, le deuxième outil, c'est de prendre ces informations-là, de simuler les menaces dans l'environnement et de vérifier, en fait, la posture de sécurité d'une entreprise au regard de ces menaces. Voilà, Tech & Co Business ce soir donc sur notre antenne et puis bien évidemment en replay et en podcast sur l'appli BFM Business. Il est 21h06, direction la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Kesso Diallo nous a rejoint. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Et ce soir, tu vas nous parler donc d'un Britannique qui a choisi de se tourner vers une IA pour se faire diagnostiquer. Et oui, parce que pourquoi aller voir un médecin quand on peut se tourner vers l'IA pour avoir sa réponse ? Depuis le lancement de ChatGPT, en fait, les internautes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'IA pour des questions de santé. Mais là, avec Oliver Moazesi, c'est pas ce qu'il a fait dès le départ. En fait, lui, il est allé consulter plusieurs médecins parce qu'il avait développé des symptômes après avoir été mordu par une tique. Il souffrait d'hypertension artérielle, des acouphènes, d'une fatigue extrême, mais aussi de spasmes musculaires. Le problème, c'est qu'il n'a pas été satisfait des réponses des médecins qui lui ont dit que ces symptômes, en fait, ils pouvaient être liés à de l'anxiété. Donc, il s'est tout simplement tourné vers une IA qui lui a diagnostiqué la maladie de Lyme. Mais alors, comment l'IA est arrivée à cette conclusion ? Alors, on n'a pas trop de détails. Oliver Moazesi dit tout simplement qu'il a décrit ses symptômes à l'IA et qu'il lui a précisé qu'il avait été mordu par une tique. Mais aussi, il lui a demandé de consulter des sources médicales vérifiées. Et il s'avère que l'IA, au final, elle a établi un très bon diagnostic qui a été confirmé par un médecin. Parce que d'ailleurs, c'est ça qui est important, c'est un bon réflexe à avoir. L'IA, même si elle peut diagnostiquer des maladies, elle peut se tromper. Donc, c'est toujours important de voir un médecin pour confirmer un diagnostic. Bien sûr, mais on voit l'importance que prend aujourd'hui l'IA, même dans le domaine de la médecine et dans l'établissement de diagnostic. Merci beaucoup, Kesso. Avec plaisir. Et pour en savoir plus concernant cette histoire, je vous invite à aller, bien évidemment, sur le site de Tech & Co. 21h08, allez, on va parler musique pour terminer cette émission. Ça va nous faire du bien avec nos invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et on va s'intéresser à un rendez-vous qui va faire plaisir aux mélomanes parisiens, le Paris Audio Vidéo Show, édition 2025, qui aura lieu les 25 et 26 octobre prochains. On va en parler parce que c'est un rendez-vous qu'on aime bien quand on apprécie la hi-fi, le home cinéma, la vidéo, les équipements, les instruments de musique, les équipements de DJ, la lumière, enfin tout ce qui est sonorisation. Franchement, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour en parler ce soir avec nous, Philippe Carré est là. Bonsoir Philippe. Vous êtes président du salon Paris Audio Vidéo Show et vous êtes venu avec un DJ star, on peut le dire ou pas ? On peut dire ça. Naturellement, on a beaucoup de chance. Et c'est Cut Killer qui est avec nous. Enchanté. Bonsoir Monsieur Cut. Très bien, ça va et vous ? Merci d'être là. Avec plaisir. Vous êtes DJ, producteur, vous êtes pionnier du hip-hop en France. Vous avez la cinquantaine bien tassée et je dis ça parce que vous avez vécu toutes les transformations de la musique en tant que DJ. Vous avez commencé au vinyle, vous avez connu le CD, maintenant il y a le streaming, il y a l'intelligence artificielle et vous traversez toutes ces vagues comme ça. Et ça sera intéressant d'avoir votre avis aussi. Mais alors pourquoi vous êtes là ce soir ? Quel est le rapport qu'a Cut Killer avec le Paris Audio Vidéo Show ? Je suis honoré d'être le parrain de ce Paris Audio Vidéo Show. Et ben voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, je trouvais ça extraordinaire d'avoir été sollicité et surtout... Comme en même temps, j'ai une collaboration qui a été faite pour une enceinte audiophile et sono qui est une hybride qu'on a développée avec la boîte Concept, ça nous a donné l'occasion de venir au Paris Video Show parce que j'étais l'année dernière pour voir ce que ça racontait. Et j'adore ce salon parce que
je suis très fan de l'audio et en même temps la vidéo. Et puis, il y a du matériel de DJ, hein, c'est ça aussi qui est intéressant, Philippe, c'est que véritablement, c'est tous les secteurs de la musique qui sont depuis impliqués. Exactement, depuis l'année passée, le Paris Audio Video Show, c'est non seulement la télé, le casque, le projection, le hi-fi, le home cinéma, mais également le DJ, les instruments de musique, le lighting, tout ce qui tourne autour de la sonorisation. Et du coup, c'est un salon très complet, ce qui nous a valu de devenir le premier salon en Europe de notre industrie, ce qui nous fait très plaisir que ce soit à Paris. Et du coup, c'est vrai que la rencontre avec Cut Killer, c'est une rencontre exceptionnelle parce qu'il nous permet de faire le lien entre tous ces univers, c'est-à-dire de la musique que l'on joue comme un DJ ou que l'on joue comme la hi-fi. Et comme Cut Killer est parrain d'une enceinte également, créée par la boîte Concept, qui est une enceinte et audiophile et sonorisation, ce qui est assez rare et assez nouveau. Mais on s'aperçoit que les gens aujourd'hui ont souvent le double usage, d'un côté audiophile pour la qualité du son, mais aussi de pouvoir faire une soirée avec ces enceintes et jouer du hip-hop, par exemple, comme la musique de Cut Killer. Qui est plus varié que ça d'ailleurs. Parce que... Exactement. Moi, vous avez vu il y a quelques années, Cut Killer, c'était au Paris Games Week. Exactement. Et vous aviez fait un set. Oui. Et j'avais apprécié justement, parce qu'on est à peu près la même génération, et effectivement, vous mixiez, et vous faites ça aussi, c'est votre job de mixer, d'être DJ, de mixer plein de musique. C'est l'éclectisme, effectivement. Voilà, et puis en fait, qui arrive à rassembler toutes les générations. C'est ça qui est top. À 54, on va dire qu'on a grandi avec toute cette génération musicale qui a évolué de manière exponentielle. Et j'avoue que la technologie nous a aussi donné un cadre pour pouvoir faire en sorte que beaucoup de jeunes DJ ou jeunes artistes s'intéressent à ce métier qui est DJ ou producteur. Donc je trouve ça super intéressant et continue encore à développer d'autres projets parce que j'ai beaucoup lié la musique de film aussi avec les musiques de soirée. Donc du coup, en tant que de production, c'est très intéressant. Votre métier a été, parce qu'on dit la tech impacte tous les métiers, mais c'est intéressant de faire un focus sur le métier de DJ et comment la tech a bouleversé en fait votre activité. Dans les années, je sais pas moi, 90, quand vous avez commencé, vous veniez avec vos platines, votre table de mixage et vos vinyles sous le bras. Exactement. C'est-à-dire que jusqu'à 2002-2003, on avait mal au dos. On portait les disques et la première technologie qui était des boîtiers de marque française et aussi américaine nous ont permis de développer avec un ordinateur le fait d'avoir une banque de données dans un ordinateur et de pouvoir la jouer avec des vinyles mais avec un contrôleur qui nous permettait de jouer, de ne pas avoir tous ces bacs à disques avec nous. Donc déjà, dès le départ, je suis arrivé... C'est-à-dire, de camionnette, vous passiez à la moto, quoi. Ah, clairement. Clairement. Non, mais c'est dingue, c'est fou quand même. Et l'évolution des DJ électro qui sont partis aussi avec le CD, du CD à la clé USB, avec la transformation aussi du streaming qui nous a donné aussi une plateforme de développement assez importante par rapport au streaming, parce que maintenant les logiciels sont aussi compatibles avec le streaming. J'ai vu ça, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Spotify est compatible avec les grands logiciels et les grandes tables de mixage, en fait. Donc du coup, mais je pense que d'ici 3-4 ans, on n'aura même plus besoin d'ordinateur. Tout sera déjà connecté, et puis on n'aura même plus besoin de... Il y a juste les playlists, effectivement, et le travail de ces productions à insérer dedans, mais sinon, l'évolution va être assez exponentielle d'ici à 2-3 ans, encore plus. Bon, malgré tout, il faut toujours des enceintes et un ampli pour faire danser les gens. Complètement. On peut avoir un simple Mac et avoir toute la discothèque du monde entier connectée à Spotify pour faire danser les gens. Exactement. Mais il faut toujours des amplis et des enceintes. Eh oui. Ce qui est intéressant, c'est que vous profitez de ce rendez-vous du Paris Audio Video Show, vous le disiez, pour présenter une enceinte que vous avez... co-conçu, enfin que vous parrainez. Quelle est votre implication dans cette enceinte ? En fait, j'ai mon associé Emmanuel Prévost avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années. On avait l'envie de faire énormément de choses et puis on s'était dit tiens, ça serait bien de manière technologique de trouver quelque chose qui soit intéressant et qui nous passionne. Et on a trouvé avec cette collaboration de la boîte Concept qui est une boîte française basée à Osgore, avec des produits français, donc du coup ils construisent en France, et en même temps on a trouvé effectivement cette alliance de se dire qu'est-ce qui manque dans le paysage de l'enceinte audiophile et sono, c'est hybride. Et donc du coup une enceinte assez audiophile, donc assez minutieuse, et puis le pouvoir de la sono avec la puissance qu'on pourra avoir et allier les deux, ce qui n'est pas très évident au départ parce que les audiophiles sont très, très, très axés et très minutieux. Donc, du coup, rajouter de la basse, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites une enceinte qui va contenter à la fois les amateurs de boom-boom pour les soirées, mais
qui peut être aussi utilisé, écouté dans un mode de mélomane, en fait. Exactement, c'est ça ? de manière audiophile, et de manière plus professionnelle. De manière audiophile, exactement. C'est compliqué, ça ? C'est un pari technologique compliqué ? Oui, c'est très technique, parce qu'il faut toujours se mettre dans... Quelqu'un qui investit énormément d'argent dans un système audiophile, parce que ça se valorise en milliers d'euros, même centaines de milliers d'euros. Il y a des gens qui sont très passionnés, donc la minutie très importante. Et celui qui achète de la sono, lui, veut juste que le son sorte. Oui, c'est ça. Il faut que ça fasse boum. Et donc, il faut jouer entre les deux pour essayer de faire en sorte que ce soit assez intéressant pour l'oreille humaine et l'oreille d'un audiophile qui est relativement différente. Mais qui pourrait utiliser ces enceintes, en fait ? Les clubs, les DJ comme vous, qui font des soirées Que ce soit les clubs ou même chez soi, parce que c'est vrai que de manière audiophile, il y a des gens qui ont plusieurs enceintes. Ouais. De manière audiophile, et puis après tu as des endroits bien spécifiques, que ce soit des bars, des restaurants qui sont assez affiliés à quelque chose d'assez minutieux, de jouer entre les deux. Et en même temps, on a la chance, mais ça, normalement, on devrait attendre le salon parce qu'on avait une petite surprise. Il se peut qu'on est en train de finir de développer une petite enceinte qui soit l'équivalent, mais en plus petit. Donc qui serait Bluetooth à ce moment-là, qui pourrait être nomade ? Au salon du Parole audio-vidéo, on va en parler. Je vous arrache les verres du nez. C'est intéressant, Philippe, parce que Cut Killer a appuyé là sur ce truc-là. C'est vrai que quand on est audiophile, on peut dépenser des sommes incroyables. Il y a du matériel qui est très abordable, que vous présentez au Paris Audio Vidéo Show. Tout à fait. Mais il y a du matériel aussi qui est d'exception et qui va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Je pense que c'est comme dans toutes les passions, si vous voulez. On peut parler d'un instrument de musique qui a des violons jusqu'à un prix complètement... Il n'y a pas de limite non plus. C'est un peu comme un instrument de musique. Oui, il y a du Stradivarius de l'hi-fi, quoi. C'est ça, exactement. Et donc il y a des enceintes extrêmement haut de gamme pour des gens qui sont extrêmement précis et qui cherchent l'excellence, comme dans les instruments de musique ou comme dans un petit peu beaucoup de domaines de passion. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est effectivement que notre industrie, en tout cas, est toujours liée à l'évolution technologique, vous l'avez souligné. Et c'est un peu ça qui fait qu'il y a toujours des découvertes intéressantes à faire dans un salon comme celui-ci, puisqu'on va pouvoir découvrir toutes les nouvelles technologies, que ce soit sur le mixage, que ce soit sur les transducteurs des haut-parleurs. Ça va peut être... Il y a l'innovation encore dans ce domaine aujourd'hui, dans l'hi-fi ? Alors je dirais que oui, et heureusement, parce que finalement, ce qui fait vivre notre industrie, c'est l'innovation. Les gens se nourrissent d'innovation, si vous voulez. On change son téléviseur parce que maintenant c'est du mini LED et c'est plus du QLED qui était avant, de l'OLED qui était avant, du LCD, vous voyez, et puis du plasma et puis avant de la télé à tube. Donc dans tous les domaines, que ce soit alors les casques aujourd'hui avec par exemple les réductions de bruit qui sont de qualité incroyable, ils vont analyser le son de la parole pour le laisser passer par rapport au reste. Vous voyez, ça peut être dans tous les domaines. On va trouver à chaque fois des évolutions technologiques. L'IA qui commence à poindre son nez dans différents domaines et notamment aussi certainement dans le domaine DJing qui va arriver. Et c'est vrai que les évolutions technologiques sont le moteur de cette industrie et c'est aussi le moteur de la passion, je pense, de nos visiteurs parce qu'ils viennent découvrir tout ça. Et puis c'est aussi un salon où, il faut le dire, Cut Killer sera aussi, va jouer aussi un set sur le salon. Il y aura donc pas mal d'animations, il y a des concerts. Enfin, ce qu'on veut aussi que ce soit un événement aussi un peu festif et populaire de musique, autour de la musique et de notre industrie en fait. C'est vrai qu'on voit que cette industrie a été portée par un retour du vinyle ces dernières années. C'est toujours le cas encore en 2025 ou est-ce que le soufflet du vinyle est en train de retomber ? Non, alors le vinyle continue de progresser. J'ai même vu qu'il y avait des cassettes audio maintenant. On revient à nos vieilles cassettes audio avec le Dolby et tous les trucs pour embobiner. Et vous avez un fabricant comme CEO qui fabrique à la base des baladeurs numériques haut de gamme, qui aujourd'hui a sorti un lecteur CD portable comme les anciens compositions, et un lecteur cassette, et un baladeur FM. Donc c'est assez drôle quand même. Et ça revient à la mode, mais sur le vinyle, pour y revenir, les ventes continuent de progresser. Au départ, c'était plus les audiophiles qui ont remis le vinyle un peu, puis les DJ, bien entendu. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un peu plus grand public, et ce qui est assez amusant, c'est quand on regarde les statistiques, les ventes de disques vinyles, ce sont des jeunes acheteurs. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et je pense, moi, toujours que le vinyle, il y a aussi le côté excellent de l'objet, vous voyez, qui revient, et de l'attachement à l'artiste que procure le vinyle, et qui est assez froid quand on est dans le digital. Donc peut-être qu'il y avait ce besoin du lien avec l'artiste, on lit la pochette jusqu'au bout, et puis on l'écoute. Oui, il y a du contenu en plus d'un titre qui s'affiche sur notre téléphone. Vous savez encore vous mixez encore avec des vinyles ou c'est encore 35 000 vinyles à mon actif. Je garde les vinyles parce que... Donc vous avez toujours la petite camionnette alors. Non, ouais. Mais on joue en vinyle, oui, de temps en temps sur des événements bien spécifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que
le physique, donc l'objet en lui-même. Ce qui est plus intéressant, c'est que quand on prend son téléphone, qu'on a une enceinte Bluetooth, qu'on met nos morceaux, que ça passe en aléatoire, et puis finalement on la consomme de manière moins intéressante que quand on pose le sillon et puis on laisse le disque... Oui, il y a un cérémonial en fait, il y avait un cérémonial. C'est beaucoup plus intéressant. Moi-même qui suis DJ, excusez-moi, mais... Carrément, des fois, je rentre chez moi, je mets un vinyle, et des fois, je fais ça, mais je préfère mettre le vinyle plutôt que mon téléphone. Alors, vous êtes d'accord sur ce débat qui remet toujours en jeu la qualité du son du vinyle? Certains disent que c'est mieux que le CD ou que... C'est plus humain. Pour vous, c'est plus humain. Parce qu'on sent la sensation du disque, il y a le frottement, il y a plein de choses qui rentrent. Et en tant que DJ, parce que évidemment, c'est des gestes, être DJ, scratcher, etc. Aujourd'hui... avec le numérique, on fait aussi bien qu'avec du vinyle? On fait aussi bien parce qu'il y a une société française qui s'appelle Phase DJ qui a inventé une nouvelle technologie qui sont des petits commutateurs qui sont branchés avec l'ordinateur, qui permettent en fait, avec la rotation, de pouvoir faire des allers-retours comme s'il y avait un disque vinyle qui était gravé, qui était porté, qui était posé en fait sur le vinyle. Et bien là, on a carrément une espèce de petits commutateurs qui permet de faire... Donc vous avez la même sensation? C'est la même sensation, extraordinaire, très très intéressant. C'est la seule société au monde, donc une société française, qui a développé ce concept. Et qui en vend dans le monde entier en fait. Dans le monde entier. Ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure, Philippe l'a évoqué, c'est l'intelligence artificielle. Elle impacte tous les secteurs. Est-ce qu'elle impacte le métier de DJ? Oui. Elle impacte dans deux sens. Le premier sens, c'est que dans nos logiciels respectifs, maintenant, on peut dissocier donc les voix, les batteries, la basse, et en fait, on peut jouer sur des mix en enlevant des éléments. Et donc là, c'est un plus créatif génial. Créatif extraordinaire. Après, on a remarqué qu'effectivement, les grandes marques sont parties pour nous remplacer. Donc du coup, en fait, les nouvelles applications... on ne peut pas citer de marque, mais en tout cas, là maintenant, on peut mixer tout seul. Non, moi je vais la citer parce que j'ai Apple Music. Ouais. Vous parlez de ça? Apple Music. C'est ça? Exactement. Et Apple Music, avec iOS 26, a sorti un truc qui s'appelle Automix. Oui, et sur Spotify aussi. Là, ils ont été rapides aussi. Et alors moi, je n'ai pas votre expertise, mais c'est quand même assez bluffant. C'est très bluffant. Ça va chercher des morceaux qui ont le même tempo, etc. Et ça vous fait des mix. Et pas que des mix, ça rajoute des petits effets pour que tout soit fluide. Et vous savez quoi? Quand j'ai écouté ça, j'ai pensé en fait au métier de DJ. Je me suis dit, waouh! Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette technologie, à votre avis? Bien sûr, parce que la technologie... de toute façon, on a évolué avec la technologie. Au départ, quand on avait les platines vinyles, on s'était dit, OK, mais quand le numérique est arrivé, on a dit, oh, c'est super pour nous. Mais là, carrément, ça va être un remplacement. Mais c'est un remplacement, carrément? Ça peut être un remplacement. Mais en même temps, il y a aussi... Est-ce que vous pensez, excusez-moi, qu'il y a des gens qui se disent, j'ai pas envie de dépenser... un peu d'argent pour pour me louer un DJ pour une soirée, je vais prendre ce logiciel. Parce que, en fait, je dis ça parce qu'un DJ, c'est pas que mixer les disques. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est parler, c'est rentrer en communion, sentir aussi l'ambiance. L'IA sentira l'ambiance un jour, à votre avis? C'est le développement qu'ils sont en train de... Non, c'est pas vrai. Oui, si. Je disais ça pour plaisanter. Non, mais non. En fait, ce qui est intéressant avec l'humain, c'est que pour l'instant, l'humain, c'est lui qui décide. Le mode aléatoire d'une application, c'est simplement de pouvoir mettre des mix qui se coordonnent, qui s'associent. Mais si on rajoute tous les téléphones portables dans un endroit et puis que une IA va analyser tous les portables, les playlists de chacun, on va arriver à quelqu'un qui va savoir ce que tu aimes, parce qu'en général, les DJ vont jouer une certaine catégorie de son, ou même s'il est très, très éclectique, ou même s'il connaît vraiment son métier, il va jouer des choses, mais on ne peut pas rentrer dans le téléphone de quelqu'un. Mais l'IA, lui, va pouvoir. Donc, va savoir exactement certains morceaux. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un DJ géré par l'IA qui, en scannant les téléphones, puisse faire plaisir à tout le monde. C'est pas on imagine, c'est déjà en cours. C'est quelque chose que... Avec mon associé, on travaille beaucoup avec l'IA parce qu'on essaie de comprendre où est-ce que ça va aller. On essaie de trouver effectivement des cadres pour pouvoir faire en sorte que ça évolue d'une autre manière. Mais là, les technologies, on ne peut pas reculer. Ça y est, ça avance. Donc, il faut faire. Mais est-ce qu'il faut légiférer à votre avis? On voit par exemple que les doubleurs, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, mais les doubleurs en France se battent pour que leur métier puisse être protégé, etc., etc. Est-ce que vous avez aussi envie de monter au créneau pour protéger en fait
le secteur du DJ? Oui, on est déjà dessus, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire sur la technologie? Est-ce qu'on peut nous arriver en disant mais attendez, doucement, ce qui va être légiféré, c'est effectivement le principe de ça, qu'à un moment, il faut juste faire attention de là où on peut aller. Aujourd'hui, il y a des procès qui se créent sur Spotify ou sur d'autres applications où carrément on n'a plus besoin de musiciens. Donc, oui, vous créez des chansons générées par l'IA. Il y a un moment donné où ça va légiférer, puisque à force d'avoir des trucs numériques, il y a un moment donné l'humain où il est. C'est vrai. Et c'est vrai que le DJ, c'est profondément humain, en fait, parce que vous ressentez l'ambiance et voilà. L'IA ne pourrait pas faire mieux que nous à un moment donné, je sais. Philippe, juste un mot, les temps forts de ce Paris Audio Vidéo Show, s'il fallait en citer 2 ou 3. Alors, la présence de Killer, bien sûr, qui viendra avec peut-être une petite surprise, une petite enceinte. Voilà, on en dit pas plus. Entre autres, en plus, il y aura d'autres trucs. Des interviews, beaucoup d'interviews sur le plateau du Paris Audio Show, des DJ sets à l'étage DJ toute la journée, et puis concerts de piano, notamment de Eric Hartz le samedi soir. Tous ces moments-là sont bien sûr gratuits dans le salon. Le but, c'est que ce soit un moment de spectacle et de musique, surtout, tout le long du week-end, en fait. Donc, pour que les gens puissent découvrir et tous ces univers et en même temps la musique, au passage. Ça sera les 25 et 26 octobre 25 et 26 octobre. C'est au Palais des Congrès, toujours. Porte-Maillot. De Paris, voilà. Exactement. Le prix de l'entrée? Alors, sur place, 20 € et 10 € en pré-vente. Donc, voilà. Réservez dès maintenant, ça coûtera moins cher. Parfait. Et Code Killer, il sera les 2 jours? Oui, il sera. Moi, je serai même la nuit. Le 3e jour pour les professionnels. Super. Le lundi 27, c'est professionnel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe Carré, président du Salon Paris Audio Vidéo Show. Je viendrai faire un tour comme chaque année parce que franchement, moi, je suis fan de tout ça. Et merci Code Killer d'être venu ce soir dans Tech & Co pour l'invitation. Voilà, parler de ce parrainage et puis surtout de votre métier qui est en train d'être complètement, j'allais dire bouleversé, chamboulé, en tout cas transformé, on va dire. Oui, transformé. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Tech & Co, la quotidienne, on se retrouve bien sûr demain à l'horaire habituel. On sera là de retour à 19h30. Et puis je vous rappelle quand même l'info télécom du jour. Orange, Bouygues Télécom et Free dépose une offre conjointe pour le rachat de SFR. Alors, ce serait Bouygues Télécom qui prendrait la plus grosse partie du réseau de SFR, mais Free et Bouygues Télécom et Orange auraient une part importante. On en parlera évidemment demain tout au long de la journée sur BFM Business et demain soir dans Tech & Co. Et puis, vous restez avec nous. Dans un instant, Tech & Co spécial Dubaï avec Léa Benaïm qui est allée à la rencontre des startups françaises présentes là-bas au GITEX, ce salon à Dubaï. Très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.